Bonjour. Alors j'ai eu la lourde responsabilité de vous présenter un sujet sur les GHT et tout ce qui va toucher à l'interopérabilité, savoir si finalement l'interopérabilité dans le cadre des GHT est un frein ou un levier. Alors je vais commencer par un tour d'horizon de ce qui se cache derrière ce mot GHT, avec un nuage de mots-clés, de mots qu'on entend beaucoup, dont on lit beaucoup de choses dans la presse, comme GHT, évidemment. Convergence, groupement, territoire, budget, c'est des mots qui forment un tout un petit peu hétérogène, et on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour mieux comprendre finalement quelle est la trajectoire. Alors, si on regroupe tous ces mots finalement sur 6 critères principaux, on va d'abord commencer par les choses qui fâchent, c'est-à-dire le budget. Finalement, le budget dans le cadre d'un GHT, c'est vu comme étant finalement c'est appuyé sur le budget de l'établissement support. Alors, avant que je continue, est-ce que tout le monde sait à peu près ce qu'est GHT? Le groupement hospitalier de territoire, c'est clair pour tout le monde? D'accord. Et donc le GHT va être construit autour de l'établissement support. C'est celui qui va finalement fédérer le territoire de santé. Et c'est lui qui va supporter au niveau de son budget tout ce qui va être mis en place. Alors évidemment, les autres participants vont contribuer, bien évidemment, mais c'est quand même lui qui va finalement centraliser tout ça. Deuxième mot, convergence. Convergence, on le voit à peu près à toutes les sauces. Là, je vais plutôt parler de la convergence des systèmes d'information, mais on va voir qu'il y a d'autres convergences qui rentrent aussi en ligne de compte. Et il y a 2 points qui sont importants au niveau de la convergence. C'est le renouvellement des briques applicatives. Alors, qu'est-ce qu'on entend par briques applicatives? On va entendre, par exemple, la prise de rendez-vous, l'imagerie, le bloc ou des choses comme ça, qui sont plutôt une vision métier. Et l'idée, c'est qu'à terme, chaque brique applicative soit la même au niveau du territoire. Et le terme, c'est quoi? C'est janvier 2021. C'est demain. Ça nous laisse globalement 5 ans, non 4 ans, pour arriver à cette convergence. Troisième groupe de mots, et là il y a beaucoup alors je ne vais pas dire d'incompréhension, mais disons que des interprétations différentes sur le mot DIM. Donc on est bien sur le département d'information médicale. On entend beaucoup parler du PMSI territorial. Il n'est pas question aujourd'hui dans les textes de loi de PMSI territorial, mais bien de DIM du territoire. Donc c'est bien la fonction, ce n'est pas l'outil. Donc ce DIM, il a quatre grandes fonctions qui lui sont attribuées. C'est d'abord l'organisation d'une production homogène de données médicales. C'est finalement ce qu'il fait au niveau d'un établissement. Il va le faire au niveau de l'ensemble des participants du territoire. Il a ensuite aussi une fonction d'analyse. Il l'a fait aujourd'hui sur l'établissement. Demain, il le fera sur l'ensemble des établissements qui participent au territoire. Ensuite, il garde les prérogatives de gestion de tout ce qui est politique, de gestion du dossier, des archives, tout ça. Pareil, donc ce sont des fonctions qui sont étendues. Et enfin, quelque chose qui est un petit peu nouveau par rapport à ce que fait aujourd'hui un médecin DIM, c'est une orientation vers le big data. Aujourd'hui, on peut considérer que tous les centres hospitaliers, CHU, CHR, même des centres de plus petite taille, finalement engrangent énormément de données chaque année. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'ils sont équipés, pour certains pas loin de 20 ans, la plupart on va dire 10, 15 ans. Si vous faites la somme de toutes ces données qui sont collectées, chaque établissement est sur une mine d'or en fait. Ces données, elles dorment, elles ne servent à rien. Enfin, elles servent à le produire, à faire la traçabilité des soins, des choses comme ça, mais elles ne sont pas valorisées. Et c'est effectivement un des objectifs de ce DIM du territoire, c'est de mutualiser l'ensemble de ces données pour en faire une exploitation de type big data. Quatrième gros groupement de ces mots un petit peu disparates, c'est la DSI unique. Donc c'est une première étape de la convergence. Donc on est plutôt sur une vision schéma directeur. Et finalement, l'ensemble des établissements qui participent au territoire vont s'aligner sur le même schéma directeur. On est vraiment sur une trajectoire de convergence.
Hébergement de données de santé, c'est également quelque chose qui revient souvent. On a entendu beaucoup de choses, des choses qui nous disaient que finalement il y avait une dérogation à partir du moment où l'établissement support il hébergeait ses propres données, il allait pouvoir héberger également celles des autres. C'est pas du tout le cas, c'est même plutôt le contraire. Il n'y a pas de dérogation au niveau de l'hébergement des données de santé, c'est même plutôt finalement une incitation à partir vers l'hébergement. Alors cette incitation en fait elle va reposer, on va voir un petit peu plus tard, sur d'autres paradigmes. Ça va être plutôt sur l'idée de séparer l'activité informatique entre la partie système d'information, maîtrise d'ouvrage, et la partie informatique IT, qui est plutôt l'opérationnel. Et enfin, dernier mais pas le moindre, c'est l'identifiant patient unique. Quand même, une des finalités de ce territoire, c'est d'avoir une vision consolidée du parcours du patient au niveau du territoire. Et ça ne peut passer qu'à partir du moment où on arrive à identifier la personne de façon unique sur les différents établissements. Donc effectivement, et derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est aussi une des prérogatives du DIM, c'est d'organiser finalement tout ce qui est identitovigilance. Alors, finalement, ce GHT, il a 4 piliers. Les fondations sont basées sur 4 piliers. Le premier, le plus important, c'est le projet médical. Donc là, on sent une vraie volonté d'aller sur une politique médicale et pas une politique technologique, en fait. On amène quelque chose au niveau de la qualité des soins, au niveau de la valeur ajoutée pour le patient. La partie interopérabilité dont il est question finalement dans cette présentation n'est finalement qu'une conséquence de ce qu'on veut faire. Ce n'est pas la finalité du GHT. À partir du moment où le projet médical il est partagé entre les différents établissements, on va amener finalement la mutualisation des moyens. On verra plus tard ce qui se cache derrière ce terme-là. Et forcément, à partir du moment où on va mutualiser les moyens, il faut que ces moyens travaillent de la même façon. Donc on va arriver sur un alignement des pratiques. Et à partir du moment où on aligne les pratiques, on va vouloir aligner les outils. Et donc c'est seulement maintenant qu'arrive la convergence des systèmes d'information. Ce n'est pas la finalité du GHT, bien au contraire, mais c'est bien une conséquence. Maintenant, si on fait un zoom sur chacun des 4 piliers, le projet médical, c'est avant tout de pouvoir décrire le parcours du patient de façon unique, de façon centralisée au niveau du territoire, du GHT. C'est une approche groupe, c'est-à-dire que ce n'est pas une consolidation de ce que l'un propose, le deuxième propose, le troisième propose, mais c'est bien sur une approche groupe qui fait écho en fait au projet global, au projet territorial. Et le tout, c'est effectivement dans un objectif d'amélioration de la qualité. Ce qui est prévu, c'est que ce schéma directeur médical, ce projet médical, soit élaboré pour une durée de 5 ans et que globalement, les établissements vont avoir 6 mois pour le définir. Donc là, au niveau du calendrier, on est toujours calé sur le même calendrier, c'est-à-dire que les GHT devraient être constitués au 1er janvier 2016. Et donc, ça veut dire qu'en janvier 2017, ce projet médical partagé soit acté, soit publié. Il est prévu plusieurs itérations, mais globalement, il faut que ce soit terminé en 6 mois. C'est assez court, mais bon, c'est comme ça. Deuxième pilier, c'était la mutualisation des moyens. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas dans les grandes métropoles comme Paris, Lille, Lyon, etc. Mais quand on est sur des territoires un petit peu plus enclavés, on va avoir un problème de ressources rares. Pardon. Donc quand on va avoir un expert en neurochirurgie, par exemple, on va en avoir qu'un, et on aimerait bien qu'il puisse intervenir sur tous les établissements, et c'est toujours un petit peu compliqué. Donc là, il va falloir effectivement essayer de mutualiser un petit peu ça, de façon à ce qu'on rationalise la présence de ces ressources médicales rares. On a parlé du DIM territorial, donc la fonction DIM monte d'un cran et elle est gérée au niveau du territoire. On a parlé également de la DSI, la direction des systèmes d'information, va également intervenir, enfin va être mutualisée au niveau du territoire, mais surtout recentrée sur la partie maîtrise d'ouvrage.
Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie volonté d'externaliser la partie technique, en fait, l'IT, de l'externaliser vers des gens dont c'est le métier. Donc, une fois encore, quand on est sur des grosses structures, on va avoir des DSI qui ont 50, voire 100 personnes pour certaines, avec des personnes qui sont capables de faire tourner un système d'information H24. Quand on est sur des plus petites structures qui sont un peu éloignées, il y a 20 ans, ils avaient mis en place une compta et une RH. C'était suffisant d'avoir une ou deux personnes à l'informatique. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un dossier médical complet, H24, avec un plan de reprise d'activité, ce n'est pas avec 2 personnes qu'on peut le faire. Et donc, les gens de la DGOS souhaiteraient effectivement qu'on aille vers une professionnalisation de cette partie support en l'externalisant vers des sociétés dédiées ou en mutualisant justement les gens de l'IT et pour les mettre sur une sorte de société de services territoriale. Viennent ensuite un petit peu tout ce qui est support, hein, donc la partie achat. La partie achat va être finalement dédiée à l'établissement support, puisqu'on a vu que le budget était celui de l'établissement support. C'est lui qui va passer les commandes pour l'ensemble des membres du GHT. Ensuite, il y a également la mutualisation des moyens support, donc RH, gestion économique et financière, et la pharmacie. Troisième pilier, l'alignement des pratiques. En fait, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait une vraie volonté de mutualiser les ressources médicales rares, mais ça peut se faire qu'à partir du moment où les équipes sont en mobilité. Et à partir du moment où elles sont en mobilité, il faut pouvoir gérer justement cette transversalité. On parle beaucoup du parcours du patient, on parle assez peu du parcours du professionnel de santé. Et pourtant, le GHT est là pour répondre à cette problématique-là en alignant les droits, c'est-à-dire en faisant en sorte que la personne, dans son rôle d'expert sur l'établissement 1, l'établissement 2 ou l'établissement 3, dispose des mêmes droits ou pas, ça dépend de la politique du GHT, et qu'il puisse ensuite récupérer les bonnes informations pour la prise en charge du patient, un dossier complet, transversal, donc c'est le parcours unique au niveau du territoire, et surtout qu'il puisse utiliser des outils qu'il maîtrise. Donc c'est une des raisons d'être de la convergence qui sera le quatrième pilier, c'est qu'un utilisateur qui passe d'un établissement à un autre au sein d'un même territoire ne soit pas déstabilisé ou ne soit pas contraint d'apprendre 2 outils parce que les 2 établissements historiquement avaient 2 outils différents pour faire la même chose. Dernier point, c'est l'alignement des référentiels. Donc quand on est sur des domaines relativement bordés comme le PMSI, bon là c'est du CIM10, on est assez tranquille, mais on va avoir certains sites, notamment par exemple par rapport aux résultats de laboratoire, qui vont avoir une certaine nomenclature, d'autres qui vont s'appuyer sur une nomenclature normalisée type LOENC. On va avoir des établissements qui vont partir sur la SNOMED, d'autres qui vont être sur des référentiels de pharmacie du CIOSP par exemple, ou des choses comme ça. Bon, pour pouvoir avoir une vision consolidée du parcours du patient, il faut bien parler de la même chose, et pour ça, ça va amener un alignement des référentiels. On arrive donc au quatrième pilier de ce GHT, qui est la convergence des systèmes d'information territoriaux. On a dit, hein, vraiment le point important qu'il faut prendre en compte, c'est l'outil unique par brique fonctionnelle. Quand on lit un petit peu le décret, c'est relativement clair qu'il est demandé explicitement aux établissements, au moment où ils doivent remplacer un outil, c'est pas une obligation de le faire à l'instant T, mais c'est l'obligation de se lancer en fait au moment où on se lance dans le renouvellement, d'aller voir finalement ce qu'il y a chez les autres participants et de prendre le meilleur, celui qui semble être le plus adéquat. Par brique fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir un maillage trop fin, sinon ça devient insupportable, mais sur des grands domaines. Quelque chose qui est important, du coup, c'est que on arrive à une notion de multi-entité juridique. Donc, si vous voulez, quand on va avoir un dossier médical informatisé, il va être relatif à une entité juridique. À partir du moment où on mutualise, ça veut dire que l'application support est capable de gérer le multi-entité juridique. Par extension, on va vouloir avoir une seule base de données.
Comme ça va faciliter grandement l'échange des données. Et corollaire de cette base unique, ça va surtout réduire considérablement le nombre d'interfaces à développer. C'est recentré sur la DSI de l'établissement support. On l'a dit tout à l'heure, la DSI va finalement changer un petit peu de métier. Alors ça dépend de la taille de la DSI, mais pour beaucoup, elle va passer plutôt d'une société de services interne qui va mettre en place des choses d'un point de vue strictement technique et les maintenir dans leur opérationnalité, vers finalement une assistance aux directions métiers pour le choix et la mise en place d'outils. Donc c'est une notion d'assistance maîtrise d'ouvrage. Et cette maîtrise d'ouvrage des DSI de territoire, finalement, pourra s'appuyer vers des éditeurs, des sociétés de services, ou si on imagine une sorte de société de services interne au territoire pour tout ce qui est opérationnel. Mais cette convergence des systèmes d'information, c'est finalement ni plus ni moins que ce qu'on appelle un schéma directeur. Et le schéma directeur a pour vocation de s'aligner sur la stratégie. Donc on est vraiment en phase sur cette terminologie. Et donc il doit être aligné sur 5 ans, puisqu'on a vu que le projet médical était aligné sur 5 ans. Et le but, vraiment, c'est d'uniformiser les outils. Alors, chez Medasys, qu'est-ce qu'on propose à nos clients pour accompagner cette convergence? Avant tout, donc on a défini un programme qu'on a appelé le programme plateforme, qui a 2 objectifs. Le premier, c'est d'accompagner nos clients dans la trajectoire de mise en œuvre de la convergence. Et le deuxième, c'est pour justement appuyer ce système d'information territoriale, de développer un écosystème sur lequel on va ajouter des usages. Donc on va quitter la notion d'application, on va plutôt se centrer sur des usages. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc on est dans un usage, par exemple, je veux prendre une photo au chevet du patient. Je suis dans un usage, je veux prendre un rendez-vous, enfin moi patient, je veux prendre un rendez-vous directement sur Internet. On est plutôt dans cette logique-là. Et ce programme, donc on l'a appelé DX Platform. Alors, la mise en œuvre de la convergence, si on regarde ce que la DGOS préconise, c'est un petit peu compliqué, mais finalement, ça n'est pas tant que ça quand on essaie de regarder un petit peu dans le détail. C'est avant tout d'essayer de formaliser ce que doit faire une DSI et de mettre les outils qui vont bien pour le suivi. Donc là, une fois encore, la DSI devient une AMOA. Ce n'est pas la DSI qui va réparer l'imprimante, c'est la DSI qui va aider la direction métier à mettre en place une application. Point non négligeable et pour cause, on va avoir des applications qui sont disparates. On va vouloir les homogénéiser. Dans un premier temps, il faut les urbaniser. On n'est pas dans une opération Big Bang où on fait sauter tous les applicatifs des différents sites pour n'en faire qu'un. C'est une stratégie comme une autre, mais a priori celle-là, elle est vraiment vouée à l'échec. Donc il s'agit de pouvoir rapprocher les identités qui sont gérées au niveau de chaque établissement de façon à avoir une identité fédératrice chapeau qui va permettre justement de consolider les données sans devoir renommer l'ensemble des dossiers patients. Sinon ce serait absolument infernal. J'en vois un là-bas qui a vécu le renommage. Hein hop là, j'étais un peu vite. Ensuite, il faut accompagner effectivement la mise en place du département d'information médicale au niveau du territoire. C'est-à-dire que ces prérogatives, finalement, elles sont ni plus ni moins que les mêmes que celles qu'il a aujourd'hui, sauf qu'elles sont montées d'un cran. Donc, il faut lui fournir les outils qui vont lui permettre de remplir ces prérogatives. Donc, c'est effectivement des outils de convergence, des outils de consolidation qui vont permettre également d'accélérer la production d'informations. Mise en place de la fonction achat, on l'a vu, c'est quand même important. Mise en place d'un socle technologique unique. Donc là, on est sur une vision, on va dire, horizontale. Ce socle, c'est le socle sur lequel va s'appuyer finalement le système d'information convergent, sur lequel justement les applications fonctionnelles uniques, le socle fonctionnel va pouvoir se plugger et remplir les fonctions finalement, ce qu'ils appellent les briques métiers. Pour que tout ça puisse fonctionner, il faut que ce soit sécurisé. Donc il y a un gros travail au niveau de la mise en place de la sécurité du système d'information. Jusqu'à présent, les établissements étaient confrontés à des problématiques de sécurité intramuros. On disait, voilà, j'ai mis un gros firewall. Attendez, stop. Voilà. J'ai mis un gros firewall à l'entrée de mon établissement, je ne risque rien.
Là, il n'en est plus question, puisque finalement, c'est plusieurs établissements, donc il y a forcément des informations qui vont sortir des murs de mon hôpital. Et c'est là où ça change pas mal de choses. On n'en a pas encore parlé, mais il y a quand même une vraie volonté aussi d'élargir le scope de l'information médicale à d'autres partenaires, que ce soit la ville, ça c'est, je dirais, quelque part un petit peu ce qu'on a, ce dont on entend parler depuis longtemps, mais il y en a un qui arrive aujourd'hui qui est le patient et un autre qui est le citoyen. Le citoyen, il n'est pas encore patient. Aujourd'hui, il n'est pas connu du système d'information. On ne peut pas s'appuyer sur notre base patient pour dire oui, celui-là, je le connais, je sais que je peux lui faire confiance. C'est un utilisateur Internet comme un autre. Et cet utilisateur Internet, il va vouloir interagir avec l'hôpital, il va vouloir prendre un rendez-vous alors qu'il n'est pas encore connu, il va vouloir obtenir de l'information médicale certifiée parce qu'il a confiance dans votre institution et qu'il sait que chez vous, il va trouver la bonne information. Celui-ci, il faut pouvoir le maîtriser. Et là, on est dans une autre échelle. Ensuite, évidemment, à partir du moment où on veut faire une trajectoire, enfin, avoir la vision longitudinale de la prise en charge du patient, il faut avoir un dossier patient unique au niveau du territoire. Et justement, prévoir l'ouverture vers l'extérieur, communication ville-hôpital, mais pas seulement. Ça, c'est vraiment les choses importantes. Et pouvoir effectivement gérer tout ce qui est ressources. À partir du moment où on va mettre en commun les ressources, il faut qu'elles puissent être gérées en commun. Ensuite, mettre en place un outil unique de gestion administrative des malades. On en a parlé tout à l'heure, l'AGF, les ressources humaines, la gestion des plateaux techniques. Alors effectivement, au niveau des GHT, il y a une forte incitation à centraliser les laboratoires, voire les plateaux d'imagerie. Et effectivement, à partir du moment où on rentre dans cette logique-là, au niveau de l'urbanisation, il faut absolument anticiper tout ce qui est problématique de reprise de données. Et ça, ce n'est pas une problématique simple à adresser, surtout quand on a beaucoup de solutions du marché différentes sur le même territoire. En fait, quelle est la granularité de l'information? Quelle est la pertinence de l'information à reprendre? Quelle est l'antériorité de l'information à reprendre? C'est des questions qui sont fondamentales. Et ensuite, il faut effectivement mettre en place une mutualisation, voire une externalisation de la production. Ça fait un petit peu écho à ce que je disais en introduction sur l'hébergement des données de santé. Il y a une vraie forte incitation de la DGOS à externaliser finalement l'hébergement des données du système d'information territorial. Alors, comment est-ce qu'on peut accompagner la convergence des outils? Donc, pour les domaines applicatifs, ce que nous on appelle la DX Family, donc que ce soit l'imagerie, que ce soit la facturation, le bloc ou la pharmacie ou le dossier médical, le programme plateforme finalement fournit à nos clients un corrélateur d'identité. Donc ça va résoudre en partie, enfin ça va bien faciliter en tout cas la mise en conformité, la mise en œuvre d'un identifiant territorial du patient. Un corrélateur des annuaires, le docteur Durand qui travaille à l'hôpital A, est-ce que c'est le même que le docteur Durand de l'hôpital B? C'est finalement la même problématique que pour les patients, mais au niveau des utilisateurs. Autre point important, c'est la fusion des référentiels, on en a parlé, mais également des paramétrages, c'est-à-dire que vous avez fait des choix au niveau de votre hôpital de paramétrer d'une certaine façon votre découpage, votre structure. Peut-être qu'un autre hôpital a fait un choix complètement différent, voire pas compatible. Donc ça, c'est un travail aussi pas évident. La reprise des données, on en a parlé, mais c'est quand même important. L'intégration des données, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a montées au niveau du système central, comment est-ce que je les fais circuler, et tout ce qui est effectivement hébergement. Tout ça pour arriver finalement dans un domaine applicatif mutualisé qui lui sera multi-entité juridique. Ensuite, on va ajouter finalement à cet écosystème, donc là on était sur la transversalité, on va ajouter de la verticalité, je dirais, à travers les usages. Alors, il y a des usages qui vont être fournis par nous, Medasys, que ce soit serveur de résultats, que ce soit des applications qui touchent à l'hospitalisation à domicile, un portail patient ou une prise de rendez-vous en ligne, mais également des partenaires certifiés, on va les appeler comme ça,
avec qui on va compléter finalement notre offre. Donc Doctolib pour la prise de rendez-vous, Hitachi pour l'archivage, Orion pour la partie territoire de santé numérique. Et tout ça pour effectivement avoir un domaine applicatif encore plus complet à partir de cet écosystème. Alors finalement, la question initiale qui m'avait été posée, c'est l'interopérabilité frein ou levier. Alors, pour l'instant, j'avoue que j'étais un petit peu loin du sujet, mais on y vient parce que quand on regarde un petit peu ce qui, par exemple, le rapport de la Cour des comptes, qui est tout récent, puisqu'il est sorti le 11 mai dernier, qui stipule que l'absence d'identifiant unique du patient et la très forte hétérogénéité des systèmes d'information entravent le déploiement des PACS et le manque d'interopérabilité des systèmes d'information d'imagerie entre les différents sites publics et privés fait obstacle à la généralisation de leur déploiement. On voit que c'est relativement sévère comme conclusion, mais ça montre bien la difficulté de l'interopérabilité. Et si on regarde si on compare l'interopérabilité à la convergence en court terme, ce qui est un levier de l'interopérabilité, finalement, c'est sa rapidité de mise en œuvre. Même si ça prend 10 jours, 15 jours, 20 jours, ça reste quelques jours et ça finit par fonctionner. Autre avantage non négligeable, il n'y a pas besoin de reprise de données puisque finalement il n'y a pas d'échange, il n'y a que des échanges de données, donc la donnée transite et elle est traitée de chaque côté. Disons, ce qui peut être un frein, c'est la disponibilité des interfaces. Est-ce que toutes les interfaces nécessaires à cet échange existent? Pas toujours. Et la conformité, je dirais plutôt la complétude que la conformité, c'est finalement ce qui transite dans les interfaces. Est-ce qu'il n'y a pas finalement de la perte en ligne? Est-ce que cette application émettrice qui gère une multitude de données, est-ce que cette granularité finalement est transmise à une autre application? Par contre, si on essaye de se projeter un petit peu plus loin, moyen terme, au hasard 4 ans, c'est-à-dire globalement à l'échéance de la convergence des systèmes d'information territoriaux, quels sont les leviers de l'interopérabilité? Finalement, on en voit beaucoup moins parce que ce que ça va simplifier, c'est la conduite du changement, puisqu'il n'y a pas de changement. Chacun garde son système d'information, c'est plutôt confortable. On peut le voir comme un levier, mais aussi on peut le voir comme un frein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chacun garde son système d'information, on perd un petit peu la vision consolidée du parcours, puisque personne n'a la complétude de l'information. Autre point difficile, c'est la supervision. Pour ceux qui ont mis en place un système d'information dans un hôpital, avec différents éditeurs, différentes gammes de produits, différentes générations de produits, c'est quand même relativement complexe de savoir quand ça marche pas, savoir quoi faire quand on va avoir 100, 200, 300 interfaces pour certains sites. Et au final, on s'éloigne de la cible. La cible qui est d'avoir un système d'information convergé, une base unique, multi-entité juridique. Et autre point non négligeable sur l'interopérabilité, c'est sa complexité. Aujourd'hui, il y a environ 950 établissements de santé publique qui vont se regrouper entre 150 et 200 groupements. Bon, donc ça veut dire qu'un GHT va comprendre, statistiquement, entre 4 et 8. Bon, il y en aura peut-être des plus gros. Mais quand vous regardez déjà la complexité de la mise en place d'une interopérabilité au niveau d'un établissement, imaginez-vous que vous deviez le faire pour 8. Globalement, ce n'est pas du x8, c'est du point à point 8 fois. Donc ça fait un maillage important et la complexité est vraiment énorme. Donc tout ça, ma conclusion, c'est que c'est plutôt un frein qu'un levier. Voilà, bon, j'ai terminé ma présentation. Donc, oui.